Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes au JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Économie, décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier, créer des champions locaux en matière de prestations et de fourniture de marché en accordant la préférence aux entreprises burkinabées dans tous les contrats de fourniture des biens et services aux entreprises minières. Quel impact dans le secteur? Quelles opportunités? On en parle avec le président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers. Et puis culture, rencontre musicale africaine RIMA, l'acte 4 c'est du 14 au 16 de ce mois d'octobre que nous prépare le rendez-vous de réflexion sur la rémunération pour copie privée. Nous recevrons sur ce plateau Alif Naba, directeur d'ERIMA. Et enfin sport, qualification au Qatar 2022. Les étalons sont en tête du groupe A en compagnie des Fenech. Nous irons au Maroc questionner leur forme, parlant des étalons, avant de rencontrer à nouveau Djibouti le lundi 11 octobre, c'est-à-dire demain au grand stade de Marrakech. Les Requins Rouges, faut-il le rappeler, de Djibouti ont bu vendredi le Calais jusqu'à Lali avec un 4-0. C'est l'essentiel pour ce qui est du déroulé de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle économie. De ce mercredi 22 septembre 2021 a adopté un rapport relatif à un décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. Ce décret s'articule autour de 3 points majeurs. Le premier point est celui que les titulaires de titres miniers ou d'autorisation ainsi que leurs sous-traitants devront dorénavant accorder la préférence aux entreprises et aux personnes physiques burkinabées pour tout contrat de fourniture des biens et services à des conditions équivalente de prix, de qualité et de délai. Le deuxième point du décret est que son non-respect et celui des arrêtés d'application sont soumis à de fortes amendes. Enfin, le troisième et dernier point, créer un cadre tripartite pour le développement et le suivi de la croissance de la fourniture locale au profit du secteur minier. Sur tous ces points, d'ailleurs, je vous propose d'écouter le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Bachir Ouedraogo, juste au sorti justement de ce conseil des ministres de le mercredi 22 septembre dernier. Il faut dire que ce décret est attendu depuis pratiquement 2003, avec l'embellie donc du cours de l'or. Le Burkina Faso est devenu donc, en tout cas, un des grands pays producteurs, en tout cas en Afrique. Mais force est de constater que les retombées se faisaient attendre pour donc nos entreprises locales. Je puis dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre secteur parce qu'avec ce décret, les sociétés minières maintenant ont obligation, dans la chaîne donc d'achat, de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales et de faire de telle sorte que cette manne-là que nous avons puisse réellement bénéficier aussi aux entreprises burkinabées. Je prendrai quelques exemples. Quand vous regardez par exemple la chaîne donc de fourniture des hydrocarbures et des lubrifiants, vous avez donc, ce sont des entreprises burkinabées qui s'occupent donc du transport, que ce soit du port jusqu'à la mine, mais nous n'avons pas donc d'entreprises burkinabées qui sont présentes donc dans cette chaîne-là. Avec donc ce décret, les mines ont obligation de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales. Je pense que c'est une très grande victoire. On va dire un décret qui désormais fait obligation aux entreprises minières et à leurs sous-traitants d'accorder aux personnes physiques morales burkinabées tout contrat de prestation de services tout en définissant la liste des biens et services assortis de quotas à respecter. Très intéressant. Et pour aborder cette question, nous avons sur ce plateau avec nous Yves Zongo, qui est le président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et de services miniers. Il est par ailleurs président et directeur de Remico. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Godefroy. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir, d'autant plus que le sujet, c'est vrai à la fois actuel, mais très important pour notre économie. Et quand on regarde, la première question que je vous pose, c'est comment est-ce que vous, qui êtes donc fournisseur des biens et services et miniers, vous accueillez cette mesure-là? Si j'avais 18 ans, j'aurais dit que je l'accueille avec ferveur et joie. Mais sur mes quelques années, je sais comment nous avons bataillé pour qu'en 2015, à la faveur de la transition,
on puisse mettre l'article 101 et 102. Et je comprends que nous sommes comme dans un concours ou un examen où nous passons la première partie qui est peut-être un sujet de philosophie. Et mes attentes, ma joie, c'est ce que j'ai pu faire et le résultat, c'est aussi la correction du professeur. Je veux dire par là que nous sommes enthousiastes. C'est presque révolutionnaire, mais ce qui reste devant me donne d'avoir une toute petite joie tout de suite et de me remettre dans la lutte pour que la suite devienne une réalité. Une bataille gagnée, une guerre longue, il faut se remettre en route parce que le reste est aussi substantiel. D'accord. Vous parliez de ce fameux article 101, c'est intéressant, le Code minier du Burkina Faso qui imposait déjà la préférence aux entreprises burkinabées pour tout contrat de prestation de services ou de fourniture de biens. Et pourtant, on a nos entreprises locales qui, nous dit-on, selon certains chiffres, n'absorbent que 15% de la demande du secteur. Qu'est-ce qui explique cela? C'est très simple. Ce décret est comme un nexus. Un nexus, c'est comme un grand rond-point. Et en venant, j'ai regardé la configuration du rond-point des Nations Unies. Il semble que nous sommes exactement à la configuration du rond-point des Nations Unies. 2 voies rentrant, 3 voies sortant, avec une possibilité de passer par une station et le rond-point lui-même. Pour vous dire que nous avons besoin aussi bien du ministère, nous avons besoin des minières, nous avons besoin des banques, nous avons besoin des assurances. Et la dernière voie typifique vers la station ressemble aux besoins des journalistes pour communiquer. La préférence nationale, c'est un choix politique, délibéré, objectif, avec des critères de donner des parts à une population parce que nous sommes dans un élément où nous partons vers un développement durable. Et la mine, c'est une durée moyenne de 10 ans. Et si nous ne trouvons pas d'autres stratégies, nous n'allons pas être heureux au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'à la fermeture de la mine, nous ne saurons que faire, nous serons bras ballants. C'est ainsi qu'il faut qu'il y ait non seulement des transferts de technologie, des transferts de compétences, de transferts assez importants pour permettre aux Burkinabés d'engranger dans la fourniture minière, dans le développement durable, pour que demain, nous puissions être les meilleurs prestataires ailleurs, au lieu de nous asseoir pour pleurer. La mine n'a jamais été une malédiction. C'est ceux qui sont en face, qui ne prennent peut-être pas la chose comme il le faut, et finalement, nous pensons tous que c'est une malédiction. Donc ici, nous pensons que Nexus a sa partie nectaire qui parle de lien, a sa partie Nextum qui parle d'obligation. Les mines ont laissé leur liberté, l'État a laissé sa liberté, les fournisseurs ont laissé leur liberté pour adopter un décret qui devient le centre de nous tous, nos libertés. Mais justement, quand on regarde, il y avait déjà, avec le fameux article 101, la question de préférence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change fondamentalement pour que le ministre lui-même dise on est à un tournant pratiquement historique? Je vais vous le montrer. Le changement est que jusqu'à présent, nous sommes sur l'opérationnel. D'accord. Et nous n'avons pas un texte qui accompagne ou qui oblige. Ça veut dire que même si on te refuse une partition, tu ne peux pas en faire ou présenter ou exhiber quelque chose pour dire que tu t'approches d'un droit commun que nous avons accepté ensemble. Aujourd'hui, les choses vont fondamentalement changer si chacun joue sa partition. Mais chacun a besoin de jouer sa partition pour que nous arrivions à un résultat formidable. Tout à l'heure, vous énumérez un certain nombre je ne dirais pas de réalités, mais un certain nombre d'éléments à prendre en compte si on veut que ça marche. Oui. Moi, je vous écoutais avec commisération. Il y a un élément, c'est celui financier. Oui. Moi, j'ai envie de poser la question parce que vous êtes déjà fournisseur de biens et services miniers. Oui. Relativement à ce qu'offrent les banques aujourd'hui, oui. Est-ce que vous êtes à l'aise?
Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Vous parliez du Carrefour, qu'est-ce qu'il faut? Au jour d'aujourd'hui, les banques fournissent des efforts. Mais les banques ont à apprendre la chaîne des valeurs dans la minière, la durée de vie de la minière et ce que les fournisseurs ont besoin comme argent. Le taux pour quelqu'un qui veut 3 milliards ne peut pas continuer à être 10, 12, 15, 18%. Le financement ne peut pas s'étaler de façon indéfinie sur 5 à moyenne durée, sur 10 à longue durée. La durée de la vie de la mine même est autour de 10 ans. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, ils fournissent des efforts, ils viennent à l'information, ils veulent changer leur logiciel et je les encourage vivement. Il faut que l'État aussi les accompagne pour qu'il y ait peut-être une garantie. Sinon, au jour d'aujourd'hui, ce qu'ils donnent, le produit financier n'est pas adapté. Et nous pensons que s'il faut aller très loin, il faut en créer un produit financier national comme une banque pour soutenir les fournisseurs pour que demain, le Burkina Faso soit construit comme Johannesburg aux dépens de Obuasi où les gens sont venus avec leur argent et sont retournés investir chez eux. Et ce que vous dites est très intéressant parce qu'on a nos banques qui, pour la plupart, sont classiques avec les offres qu'on connaît. On a des secteurs, quand on pense sur agricole et autres, qui ont démontré qu'il fallait peut-être une banque plus arrimée à leur réalité. Vous pensez qu'avec ce qui est en train d'être ouvert comme voie, il faut une banque aussi qui tienne compte de vos aspirations, qui soit beaucoup plus arrimée à votre réalité? Tout naturellement. Je sais qu'ils ont... Parce que l'argent, c'est leur travail. Et quand il y a de l'argent à prendre à quelque part, ils s'adaptent. Mais avant que le décret ne sorte, ou au jour d'aujourd'hui, où le décret, le rapport a été présenté en Conseil de ministres, nous savons que le Conseil de ministres peut changer quelques virgules, et nous n'avons pas encore le décret signé, mais nous sommes très rassurés que les banques doivent apprendre beaucoup de choses dans un laps de temps. Parce que le moratoire ne durera qu'un an. Et ici, un an, il faut qu'ils trouvent les voies et moyens pour nous accompagner à former, informer et à appeler d'autres opérateurs à venir pour qu'on crée au moins une quinzaine de champions. Si les choses ne changent pas, ce qu'ils présentent accompagne doucement, nous serons toujours à 15%. Cependant, nous voulons qu'ici 2006, nous soyons au-delà de 35%. Et ces éléments sont un levier important. Les 325 milliards que l'État reçoit pour les taxes et impôts, malheureusement, il retourne à peu près 49% pour le remboursement de la TVA, va se multiplier par 4. L'emploi va se multiplier par 4 et de l'emploi de qualité. Et si vous prenez 325 millions ou 350 millions que vous multipliez par 4, l'État va engranger autour de 1300 milliards. Et aujourd'hui, la fourniture minière pour Essakane seulement tourne autour de 150 milliards par an. Donc, en gros, 800 milliards pour les autres mines, ça va se multiplier par 4. Quand on parle de ce secteur-là, on sait qu'en matière de demande, c'est vraiment des sommes qui ne sont pas si faciles à mobiliser. Il y avait un appel qui était très intéressant, celui du ministre en charge des mines et des carrières, lancé à l'endroit d'ailleurs des opérateurs économiques que vous êtes. Je vais, pour ne pas trahir les propos, les rappeler. Il vous appelle donc à mettre en place des coalitions pour lever suffisamment d'argent et répondre aux standards des miniers. Est-ce que du côté de l'ABSM, on y travaille et comment? Lever suffisamment de fonds, à partir du moment où le décret sera signé, nous pensons que dans la stratégie, il y a une stratégie de communication et nous mettrons en place, dans les jours à venir, une possibilité de communiquer avec les financiers pour déclencher le nouveau déclic et la façon de financer les minières. Nous appellerons des gens qui sont prêts à être formés, à avoir l'information et connaître les standards et à subir la mutation pour rencontrer le besoin des minières pour devenir des champions.
Il y a déjà au Burkina des gens qui ont un volume important. Nous allons susciter auprès d'eux l'envie de devenir champion. Nous communiquerons avec la Chambre de commerce, la Chambre des mines, la Maison de l'entreprise, pour que tous ceux qui sont soit intelligents, qui peuvent créer une prestation intellectuelle, qui ont de l'argent ou qui ont le génie de l'entrepreneuriat en eux, comprennent que après quelques éléments comme fournisseurs de l'État, en sachant qu'il y a des formations en hygiène, sécurité, environnement, s'ils remplissent ces questions, ils vont être présélectionnés à concourir et probablement au bout, nous aurons 15 grands champions à coups de milliards qui vont diffuser autour d'eux, peut-être autour de 100, 200 personnes qui vont travailler pour eux. Et voilà comment nous pensons cerner la chose. Sinon, au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà effectué des missions à l'étranger où des groupes sont déjà en joint venture avec d'autres. Ils travaillent déjà en bonne intelligence, mais nous pensons que ça doit se multiplier pour qu'un jour, ce décret ne soit pas pris pour nous donner plus de honte, mais plus d'honneur, parce qu'on aura pu faire face. Je pense qu'il y a un point aussi sur lequel vous mettez l'accent, c'est la question de, je veux dire comme ça, information, parce que c'est un domaine qui est bien précis, qui est bien pointu. Et quand on regarde la question des mines, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la prospection, il y a l'exploration, pour en arriver à la question de l'exploration elle-même. Et à différentes étapes, il y a une vraie fourniture qui dépend. Parce que la prospection, elle va avec des demandes qui sont bien précises. Vous allez prendre la question même de la construction, parce que même après, vous regardez les possibilités lorsqu'elles sont énormes. Vous décidez de construire une mine à proprement parler. Il y a le côté BTP, il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent en ligne de compte. Après, il y a l'exploration elle-même, quand elle va commencer. Et il y a le personnel qui commence à se créer, et qui va manger, qui va se loger, qui va boire. Aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve vraiment les Burkinabés? Au jour d'aujourd'hui, on retrouve les Burkinabés presque partout. D'accord. 51% de la fourniture locale, c'est les hydrocarbures et les graisses, les lubrifiants. On a des Burkinabés qui ont plus de 50, 70, 80 camions qui travaillent déjà pour les multinationales. On va susciter en eux la possibilité de devenir une partie du lion au lieu d'être ou de rester la tête de la souris, pour qu'on suscite des champions parmi ce grand groupe important. Il y a, les carrières sont maîtrisées, ça veut dire le terrassement, l'explosion, etc. Et il y a déjà des champions. Le transport est maîtrisé, il y a déjà des hommes. Il suffit de les souffler ou de les impulser le volume des minières, qu'ils aillent faire des jointures avec des maisons qui le font mieux ailleurs pour revenir et construire leur façon de faire, leur devenir ici. Il y a quelques branches comme les explosifs qui ne sont pas encore fabriqués ou faits au Burkina, mais nous avons d'excellents chimistes, d'excellents praticiens qui peuvent, si ils savent que le décret les donne des possibilités, susciter cette forme, et bientôt nous verrons des champions dans ce domaine. Je dirais dans le catering et même dans la construction minière, il y a une mine qui est en train d'être construite entièrement par des Burkinabés. Il y a une minière qui a donné son catering A1 national et ça se passe très bien. Nous pensons qu'il faut simplement ajouter un contrôle, une programmation, et nous pensons que l'État a encore sa partition grandiose à jouer. Il y a le dernier point, quand on voit les grands axes qui ont été mis en place, j'en ai évoqué 3. Le dernier point, c'était donc créer un cadre tripartite pour le développement et le suivi de la croissance de la fourniture locale au profit du secteur minier. Mais cela va avec d'abord être au courant de ce qu'il y a comme besoin au niveau de ces mastodontes-là. Mais quand vous regardez, je pense qu'au niveau de l'ABSM, il était déjà ressorti le problème d'information sur la demande claire, le besoin de ces entreprises minières. Comment apporter une réponse à une question
dont l'évocation même ne vous est pas encore parvenue. Ça, c'est un problème. Il y a une plateforme qui avait été mise en place, si je me rappelle, en 2018. Aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous êtes convaincu, même avec ce décret-là, qu'on sera plus ouvert, on sera plus transparent, on sera plus large sur la question de sa demande? Quand je vous disais que c'est un nexus et que ma joie est courte parce que le reste du combat me préoccupe, c'est pour vous dire que l'information, le cadre tripartite et l'État recevra l'information sur le plan de passation de marché des minières. Il faut travailler sur ce cadre pour pouvoir le publier, pour pouvoir publier les résultats. Et les minières ont obligation de présenter leur plan de passation avant un délai donné pour le N-1 et le N+1 pour permettre aux Burkinabés de se mettre dans les starting blocks pour faire face à cela. Quand je disais que j'en appelle toujours à l'État, c'est pour dire que l'État crée la charpente, la structure. Les minières et les fournisseurs viennent s'aggloutir, ils prennent l'argent là où ils vont le prendre, parce qu'aujourd'hui, nos banques sont en première ligne, nos assurances sont en première ligne, mais l'État doit encadrer tout cela. Et si l'État ne l'encadre pas, l'information ne va pas être bonne. Et comme nous avons caricaturé en parlant du rond-point des Nations Unies, peut-être que la partie de la station pour rentrer et sortir va être des failles et des fuites. Cependant, ça pourrait bien être aussi un avantage d'utiliser ces éléments pour canaliser d'autres produits, d'autres situations. Notre plateforme, c'est vrai, date depuis 2018 et la Chambre des mines, aussi bien le ministère, nous avait aidé à mettre en place, mais je pense qu'à quelque part, le changement, même si c'est une continuité dans le ministère, nous a fait perdre le grand fil qui devait permettre d'envoyer toutes les informations. Mais les minières aussi ont besoin de collaborer. Parce que j'ai ouï entendre que le ministère a écrit par 2 fois aux minières et même les interpeller sur ces informations. Sur les 17 mines, il n'y a que 4 mines qui ont répondu. Et j'en appelle aux autres. C'est des réponses assez importantes qui permettent au ministère de faire des grandes analyses et de répondre à leur place quand ils ne sont pas présents. Mais aussi de situer plusieurs niveaux et de regarder à partir de ces analyses qu'est-ce qu'il y a comme niche, où est-ce qu'on peut orienter les uns et les autres, qu'est-ce qu'il faut renforcer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, et quand je vous parle de la fourniture locale, il faut des investissements assez importants. Si vous prenez par exemple la chaux, il faut peut-être trouver 3 milliards. Si vous prenez la transformation des métaux anti-usure, il faut peut-être 6 milliards. Et même si vous regardez rien que la confection des tenues, pour créer un champion autour de 3 milliards. Et quand on a des confections assez importantes, ça devient moins cher. On pourra utiliser notre Danfani, on pourra l'améliorer. Et c'est un ensemble d'informations qui peut nous faire des analyses et tout de suite de pouvoir tirer le levier, parce que le décret est un grand levier. Il faut que le peuple le sache, il faut que les opérateurs économiques le sachent, il faut que les journalistes communiquent, il faut que les fournisseurs trouvent les voies et moyens pour faire face à ce décret. D'accord. Vous l'avez dit en off, on peut parler pendant 3 heures de cet élément-là, mais voilà que ça vient de tomber. On s'est permis déjà d'avoir des premières clés de lecture, et puis c'est à cela que participaient nos invitations en tant que journaliste, et d'éclairer la lanterne des uns et des autres, notamment avec les acteurs du domaine. Merci bien, M. Yves Zongo, d'être passé sur ce plateau. Merci, journaliste. Je suis ravi de passer à votre plateau, d'apporter quelques informations, mais comme je le disais, c'est une somme importante et il faut qu'on s'explique. Et c'est votre rôle de faire connaître les réalités et les résultats de nos combats pour nous permettre d'arriver aux résultats. Nous y sommes, et TruTV aussi. Merci. Je vous rappelle donc que nous étions avec le président de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers. Il est aussi par ailleurs président directeur de Remico. On va le recevoir, ça c'est sûr, dans d'autres espaces pour toujours revenir sur cette actualité très importante. On va à présent parler éducation
et ça sera sans transition. Le professeur Alkassou Maïga, ministre de l'Enseignement supérieur, accompagné du ministre en charge de l'urbanisme, Maître Benouende Sankara, a présidé la sortie de la première promotion d'architectes formés entièrement au Burkina Faso, c'est par l'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso. Ils étaient donc au total 13. Parlant des impétrants, dont 5 en master et 8 en licence, à avoir donc achevé leur cursus. Le point nous est fait par Joseph Koudougou. Ces jeunes diplômés qui intègrent désormais la grande famille des architectes ont été entièrement formés au Burkina Faso. Ils sont de la 3e promotion de la licence et la première promotion en master de l'université Aube Nouvelle. Une cérémonie de sortie de promotion présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous avons pleinement conscience du rôle des architectes dans la construction d'un pays. Et nous avons conscience du fait qu'effectivement, cette offre de formation va nous permettre effectivement d'offrir sur place des possibilités à ceux qui ont les capacités de se former dans un domaine aussi pointu que celui de l'architecture. Le fait d'avoir des gens comme Kini, qui font un excellent travail dans le privé, à travers donc Aube Nouvelle, nous sommes rassurés de savoir que nos enfants, les enfants du peuple, vont avoir accès à une formation supérieure de qualité. Pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ces nouvelles compétences formées par l'université Aube Nouvelle viennent à point nommé. Nous faisons le plaidoyer tous les jours pour que l'État intervienne dans le contrôle en amont et en aval de tout ce qui concerne l'habitat et même les aménagements. Donc vous comprenez que, en tout cas à notre niveau, ils seront les bienvenus. Mais souvent, vu la rareté de l'expertise, beaucoup sont allés au privé, à leur propre compte. Un sentiment de devoir accompli selon le premier responsable de l'université Aube Nouvelle. L'État vous autorise. Il faut donc mesurer le poids sur vos épaules. On n'a pas droit à l'erreur. Et donc il fallait prendre les dispositions nécessaires, tant au niveau des curricula qu'au niveau de l'enseignement même de ces différents cours. Et cela a nécessité que nous fassions appel à l'expertise au niveau international pour renforcer les compétences au niveau national. Et pour évaluer ces étudiants, il faut donc un jury irréprochable. Sur 6 étudiants en master au départ, 5 ont été retenus par le grand jury. Pour eux, le chemin est encore long. Beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire et nous comptons réellement aussi nous mettre aussi à pied d'œuvre à côté de nos aînés. Nous n'allons pas dire que nous sommes architectes accomplis. Nous venons de sortir, il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. Il y a beaucoup à faire. Donc nous allons nous mettre à côté de nos aînés et nous pensons que nous avons aussi quelque chose à apporter pour la nation. Et ce sont ces signatures de convention avec l'Ordre des architectes et le ministère de l'Urbanisme qui ont marqué le clou de la cérémonie de remise de parchemin. Éducation toujours, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a procédé hier samedi 9 octobre à l'inauguration et à la remise d'infrastructures du PAPDCEB à Kaya, dans le Samantenga, région du centre-nord. Et il faut dire que le rendez-vous a été coprésidé par Luc Alad, ambassadeur de la République française au Burkina Faso. Le quartier Bangrin de la commune de Kaya dispose désormais d'un collège d'enseignement général CG, constitué de 2 bâtiments de salles de classe, un bâtiment administratif et des latrines. Ces infrastructures ont été réalisées grâce au projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base et financé par l'Agence française de développement. Alors, à travers l'Agence française de développement, le peuple français a offert des ressources, que nous puissions réaliser des infrastructures pour accroître la capacité d'accueil dans nos établissements de l'enseignement de base, c'est-à-dire du primaire et du post-primaire. Et cela s'est fait à travers un partenariat entre le ministère en charge de l'éducation, l'Agence française de développement, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales et les communes. Le thème retenu pour cette cérémonie d'inauguration est « Suivi citoyen des réalisations des infrastructures éducatives expérimentées ».
Et le ministre en charge de l'Éducation nationale s'engage à mettre en place des comités locaux de projets pour un bon suivi des projets en cours. Aujourd'hui, vous voyez que l'actualité est dominée par des infrastructures de mauvaise qualité qui tombent et qui mettent à mal les efforts du gouvernement, mais décrédibilisant même l'action gouvernementale. Et donc pour nous, c'est important d'aller de l'avant. Et on ne peut aller de l'avant que dans le cadre du suivi citoyen. Parce qu'il est difficile, voire impossible, que des parents qui ont des enfants dans une école se mettent à construire des infrastructures qui vont tomber sur des enfants. C'est pour cela que leur implication à travers le comité local de projet, ça a été une très bonne innovation. Et je me suis engagé au nom du gouvernement à faire en sorte qu'à partir de 2022, dans toutes les réalisations du ministère en charge de l'éducation, que des comités locaux de projets soient mis en place de façon à suivre donc les réalisations pour qu'au moins les réalisations qui vont venir soient des infrastructures de qualité comme ce que nous avons vu. Le gouvernement français, à travers l'Agence française de développement, accompagne le Burkina Faso dans la réalisation d'infrastructures depuis plus de 2 décennies. Et le premier conseiller à l'ambassade de France au Burkina Faso se réjouit non seulement de la qualité des infrastructures réalisées, mais réitère également l'engagement de son pays à accompagner le Burkina Faso dans le secteur éducatif. L'éducation, c'est une priorité de longue date pour la coopération française, avec son bras armé qu'est l'Agence française de développement. C'est plus de 100 millions d'euros sur une vingtaine d'années. Donc là-dessus, nous savons où nous allons. Nous allons vers la fabrique d'une citoyenneté responsable et capable de choisir les bonnes voies quand on voit effectivement les errements qui illustrent la période difficile sur le plan sécuritaire que traverse aujourd'hui le Burkina Faso. J'insiste sur le fait que nous sommes ensemble, que nous sommes des partenaires fiables et durables du Burkina Faso et que nous le demeurerons. Notons que ce projet, financé par l'AFD, a permis la réalisation de 141 salles de classe dans les régions du centre-est, du centre et du centre-nord. Après la partie éducation, place à la page culture. Et dans cette page culture, nous l'annoncions en titre, nous allons parler des REMA, rencontres musicales africaines. L'événement annuel rassemble des artistes, des promoteurs de musique, des directeurs de festivals, des experts des médias, des producteurs, des propriétaires de maisons de disques et des représentants de sociétés de distribution pour échanger leurs idées sur l'industrie musicale africaine. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau avec nous Alif Naba, qui est le directeur artistique des REMA. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Ah oui, c'est un plaisir puisque c'est un rendez-vous, c'est dans juste quelques jours. C'est dans quelques jours, ouais. Et donc, 4e édition, c'est que il y a de la matière à regarder dans le rétroviseur, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. On va plutôt regarder devant, dans ce qui nous est annoncé pour bientôt. La thématique, c'est la rémunération de la copie privée comme moteur de création musicale en Afrique. C'est ce qui a été retenu pour cette 4e édition. Qu'est-ce qui va jalonner justement ce rendez-vous-là cette année? Beaucoup de choses. Déjà, des panels sur la thématique, notamment des panels qui sont organisés, que nous organisons pas seuls, avec le bureau burkinabé des droits d'auteur, vous savez aussi, qui est l'un des bureaux les plus dynamiques, les plus innovants, en tout cas dans la sphère francophone. Et puis aussi, nous travaillons avec la CISAC, qui est la Confédération internationale des auteurs et compositeurs. Et puis, nous travaillons aussi derrière, cette année, pour cette thématique d'ailleurs, aussi avec l'UEMOA. D'accord. Pour que la copie privée qui est pratiquée au Burkina Faso puisse être aussi appliquée dans les pays de l'UEMOA. Parce qu'on est les seuls au Burkina quand même à profiter à faire la copie privée et à mettre ça en pratique. Et cette année, on aura aussi beaucoup de choses. On a donc l'innovation qu'on a installée l'année dernière, c'est donc la cérémonie d'ouverture des REMA. Donc cette année, on a encore une grosse cérémonie d'ouverture des REMA avec les discours des autorités, notamment de nos parrains et de nos partenaires techniques et financiers. Ce sera donc, et puis jalonné de concerts, parce que quand on parle de musique, on parle éventuellement d'artistes qui jouent, de concerts. Ce sera à Canal Olympia, le 14 à partir de 15h. Donc ce sera un gros événement, c'est un événement phare. Et chaque soir, on a donc pour les REMA aussi ce qu'on appelle des concerts showcase. Donc c'est des artistes qui sont retenus sur appel à candidature et qui viennent jouer, qui viennent de partout. Cette année, on a des artistes qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal,
du Burkina et de la France, ainsi de suite. Et donc chaque soir, on aura des artistes comme ça qui joueront dans un cadre très très professionnel, devant un gros public et puis aussi devant des professionnels. Et puis on a les keynotes qui sont des artistes qui viennent parler de leur expérience pour inspirer les autres. Et donc l'auditoire est composé d'ailleurs d'étudiants. On invite d'ailleurs pour cette occasion, pour les keynotes cette année, on a ça le 15 octobre à partir de 15h à l'Institut français. On invite tous les étudiants à venir parce qu'on a deux grosses têtes quand même. On a quelqu'un qui a qui a une grosse carrière, c'est Didier Awadi, qui expliquera d'où il est parti, sa vie musicale, comment il s'est inspiré jusqu'à monter un empire aujourd'hui qui est le studio Sankara, qui est une grosse boîte de communication à Dakar. C'est un artiste incontournable sur le continent. Il viendra parler de sa vie. Et puis aussi, on va faire le rétroviseur, on va changer d'angle et on prendra aussi un jeune comme Hamzi, qui pour nous est un jeune qui sait communiquer, qui a développé un fanbase important. Comment il fait pour rassembler autant de jeunes autour de son travail? Ça pourrait aussi inspirer d'autres. Donc les keynotes pour nous, c'est des moments de partage d'expérience pour que on s'inspire davantage. Donc les REMA, c'est tous ces points. Et puis aussi un workshop sur comment est-ce que on pourra préserver un peu nos acquis au niveau traditionnel, donc la musique traditionnelle, sa valorisation et tout ça. Donc il y a une réflexion autour de cela avec nos partenaires, l'Institut Goethe. C'est vraiment autant de choses. Et cette année encore, ce qui est important au Burkina, le Burkina qui devient donc la capitale de la musique, la plupart des acteurs francophones, donc des gros producteurs de spectacles ou de festivals sur la sphère francophone profitent des REMA pour avoir une grosse réunion sur l'impact qu'a eu la crise, notamment le Covid, sur leurs activités. Et ce résultat, cette réflexion sera portée au niveau de l'Union africaine pour que des solutions soient trouvées. Et il y a aussi le digital, un plateau digital. Bah oui, nous, de toute façon, le digital, ça a toujours été au cœur des REMA. On l'a défendu. L'année dernière, il y a eu ça. On l'a propulsé, on pousse ça tous les jours. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait sera en direct sur nos plateformes, sur YouTube, nos plateformes normales et tout ça. Et puis, on encourage donc les gens à continuer sur le digital. D'ailleurs, la musique traditionnelle, la question de la préservation de tout ce qui est vient du patrimoine, c'est parce qu'on veut créer aussi des solutions digitales pour préserver notre patrimoine culturel mais musical. Et revenons à la thématique que vous avez choisie cette année, la question de la copie privée. Vous savez, la plupart des gens, ils achètent soit un CD, copie sur une clé, il le coule dans sa voiture, il fait ceci, il fait cela. Mais quand on dit copie privée, ça ne leur parle pas directement. Oui, mais c'est parce que, mais justement, parce qu'avec maintenant même le fait qu'il y a beaucoup de piraterie et tout ça. Non, mais le fait même qu'on n'utilise peut-être pas de CD, tout ça, ça peut aider la copie privée. Vous savez, même quand vous prenez tout ce qui peut faire écouter ou qui peut faire enregistrer, ou par lequel la musique peut passer, il y a quand même une taxe qui est payée. Les voitures, les clés USB, les box qu'on a pour Internet et tout ça. Donc il y a une petite rémunération qui est prélevée pour permettre aux créateurs de pouvoir continuer à créer des contenus. Parce que c'est des contenus qui sont là-dedans. Quand vous prenez un bouquet comme Canal+, il y a donc un contenu musical et tout, ce que vous voyez, peinture, du livre et tout. Et là-dedans, c'est les créateurs qui font que ça vit. Et ils ont trouvé donc ce système-là pour pouvoir aider. Et du coup, la copie privée, elle a beaucoup aidé. Dans beaucoup de pays, la copie privée aide beaucoup les artistes. Et au Burkina, d'ailleurs, ça a aidé aussi parce que je pense que les 3-4 dernières années, vous allez voir que nous sommes un pays de plus en plus qui apporte de la concurrence en ce qui concerne les contenus. Il y a donc beaucoup de contenus musicaux, beaucoup de contenus vidéo. Et tout ça, c'est parce que au sein du BBDA, vous avez par exemple un fonds qui est alimenté par la copie privée et qui permet donc qu'on donne du soutien aux artistes pour leur sortie d'albums, pour enregistrer des chansons, pour faire des vidéos. Et du coup, ça crée une certaine, je ne sais pas comment dire, mais il y a quand même, tu vois, il y a du contenu qui se met en place. Et si vous voyez, la musique burkinabé, elle commence depuis les 3-4 dernières années, en tout cas, à monter, en termes de contenu, en termes de propositions de contenu. Et c'est la copie privée aussi. Elle booste, en fait, la création. Et on pense que c'est important que les autres pays l'aient et que ça puisse permettre à beaucoup d'artistes qui rêvent de faire carrière dans la musique et professionnaliser leur travail, de pouvoir avoir accès à cela. C'est vrai que très souvent, le rendez-vous d'artiste, c'est entre l'offreur, l'artiste, et le demandeur de bonne sonorité que nous sommes, les mélomanes et tout. Les remarques, ce qui est intéressant, c'est que vous alliez ça, parce que vous nous donnez ce que nous voulons, et en même temps, vous parlez de vos problèmes, vous mettez un réseau. Aujourd'hui, est-ce que le réseautage créé par les remarques, c'est ce dont vous êtes fiers?
Très fier, d'ailleurs, très fier, parce que nous, on a aujourd'hui, on a commencé à être un moment où on a beaucoup de réseaux. On commence à être vraiment une grande famille, on se connaît beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs qui se connaissent. Parce que le REMA existe et parce que le REMA est devenu aussi un rendez-vous important pour les acteurs. Ils veulent tous venir. Il y a quand même quelques rendez-vous sur le continent, mais le REMA, aujourd'hui, c'est un rendez-vous où tout le monde veut venir. Parce que Ouagadougou devient importante dans la carte, une capitale importante. Et puis, nous, on est fiers de cela parce que la musique, c'est pas... Le REMA, nous, on n'est pas un festival. On le dit chaque fois, c'est pas un festival. On est, en quelque sorte, un forum. C'est là où les festivals et tous les autres se rencontrent pour réfléchir sur les techniques, sur les idées, sur les modèles qui sont des bons modèles à dupliquer. La question, par exemple, la réponse, elle est là. Elle est aussi dans le fait que cette année, la question de la copie privée, que nous voulons que le modèle burkinabé soit appliqué au niveau de la zone UEMOA. On a d'ailleurs l'un des modèles les plus complets. Il y a des modèles qui existent au Ghana, et puis le Malawi l'a essayé, d'autres pays, mais le Burkina a le modèle vraiment complet. Et c'est à saluer. Il faut souvent aussi s'arrêter et dire qu'il y a des choses bien qui se passent sur le continent. Et les REMA, on n'a pas seulement qu'une vocation aussi nationale, notre vocation elle est carrément africaine. C'est pour ça qu'on pense qu'un modèle d'un pays comme le Burkina, il faut vulgariser ce modèle-là. Et on profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier l'UEMOA qui a compris cela et qui pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans toute la zone. Et depuis quelque temps, qu'il y a d'ailleurs sa directive qui est en train d'être mise en place. Et les REMA viennent comme une occasion donc, pour pouvoir insuffler une dynamique afin que cette directive soit appliquée. Dernier message peut-être à ceux qui vous regardent, parce que c'est le 13, 14, 15 et 16. Le 14, 15, 16. 14, 15 et 16. Et il y avait une petite phrase qui me plaisait bien chez vous. Oui. Et on reste pour le Festival du cinéma. Oui. Oui. Alors, on fait de Ouagadougou 10 jours où la culture bat tout son plein. Vous venez au REMA 14, 15, 16 et vous restez, vous continuez avec le festival, le cinéma. Donc Ouagadougou devient carrément la capitale de l'Afrique. Je pense que cette année, on devrait pouvoir donner cela à Ouagadougou, à notre pays. Et cette force à notre culture, ça c'est très important. Ouais. Merci bien. Merci beaucoup. Alif Naba d'être passé et puis on sera avec vous à partir du 14 pour faire vivre ça aussi au Burkinabé à travers les sessions que nous avons et les espaces que nous avons. Avec plaisir. Merci. Merci bien. On va après la page culture aborder celle société. Et dans la partie société, à moins d'une semaine de l'ouverture du procès sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, puisque le procès lui devrait commencer demain, le comité international du mémorial Thomas Sankara lui plaide pour la diffusion en direct du procès sur les médias et appelle à la mobilisation des défenseurs de la révolution pour assister à ce procès. Nous avons tendu notre micro au secrétaire général du comité du 6 octobre 2021. Les précisions dans ce reportage qui est signé de Fatimata Nikema. Après 34 ans d'attente, le procès du capitaine Thomas Sankara et ses compagnons s'ouvre le 11 octobre à Ouagadougou. Une lueur d'espoir pour les familles des victimes et les défenseurs de l'idéal sankariste d'obtenir enfin justice. Selon le secrétaire général du comité international du mémorial Thomas Sankara Luc Damiba, ce procès se présente comme un miracle. Le miracle est arrivé et le procès a été annoncé pour le 11 et ce n'est que un ouf de soulagement. Enfin, c'est pour ça que vous voyez dans nos affiches le mot « enfin un procès ». Mais c'est aussi pour nous une leçon historique. Parce que dans l'histoire des pays et des nations, 34 ans après, on peut juger encore une affaire de crime. Et cette pédagogie doit inspirer d'autres pays. Que le Burkina, la justice burkinabé, qui est très très crédible, a pu le faire. Et pour marquer d'une pierre blanche l'ouverture de ce procès historique, le secrétaire général du comité international du mémorial Thomas Sankara appelle à la mobilisation du public pendant le procès. L'objectif, selon lui, est de soutenir les familles des victimes. Toutes les victimes devons aller les soutenir, parce qu'ils sont nombreux. Souvent, on parle du 15 octobre, mais il y en a qui sont morts après. Il y a eu le drame de Koudougou, le massacre de Koudougou. Il y a eu Boubou Djilasso. Dans la foulée du coup d'État de 87, les 13 victimes annoncées le 15 octobre ne sont pas seules. Il y a eu bien d'autres. Et donc nous pensons que tout ce
toutes ces victimes-là méritent que justice soit faite pour eux. Et c'est le temps de la justice qui est sonné. Nous sommes très contents de vivre ce temps de la justice-là. Et pour mieux vivre ce temps de la justice, Luc Damiba et ses camarades de lutte comptent adresser une lettre ouverte au procureur du Faso près le tribunal militaire de Ouagadougou. À travers cette lettre, ils veulent plaider pour la diffusion du procès sur les canaux de communication. Le 11, tous les projecteurs du monde entier seront braqués sur Ouagadougou par rapport à ce procès. Donc c'est très très important de rendre public tout ce qui va être discuté, les débats au niveau du procès. Pour nous, ça devait être possible. Nous demandons cela. Et donc la lettre adressée à Madame la procureure, nous attendrons avec impatience la décision qui sera prise, parce que certainement ce serait une décision judiciaire, puisque selon les textes, elle doit, donc c'est le juge qui va prendre cette décision en concertation avec certainement, donc au niveau du tribunal. Le jour-là, on aura donc une décision. Est-ce qu'on peut enregistrer, filmer, radiodiffuser, oui ou non? Mais nous voulons ça. De ce procès, ils attendent surtout que le droit soit dit et que toute la vérité éclate au grand jour. Selon Luc Damiba, c'est le seul moyen pour les familles des victimes de faire le deuil et organiser des funérailles après 34 ans d'attente et de patience. Retour sur ce plateau après la partie société, parlant donc de ce qui est très attendu à partir de lundi, évidemment, au niveau du tribunal militaire. Nous allons à présent passer à une autre rubrique, c'est la partie sport. Et pour la page sport, plusieurs sujets qui seront abordés. On aura le point de notre Ligue 1, l'ONAB. Et on aura aussi à nous intéresser à la question des éliminatoires du Mondial 2022. Tout cela avec Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, en tout cas très content d'être là. Et puis bon, chaque dimanche pour faire le point de l'actualité sportive, en tout cas qui marque, qui est aussi bien marqué au plan national qu'international, ou du moins au plan africain. C'est que c'est la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique également qui sont à l'honneur avec ce Burkina-Djibouti qui aura lieu ce lundi du côté donc de Marrakech. Et puis bon, on va croiser les doigts. Évidemment. Et quand on regarde la troisième journée des éliminatoires, donc, qui s'est achevée dans le groupe A, et c'est le Burkina Faso qui a fait d'une bouchée Djibouti. J'ai dit en introduction, Djibouti qui boit le calice jusqu'à la lie, 4-0. On attend de voir ce que cela donnera pour demain, mais on va questionner la forme des étalons. Et pour cela, on devrait avoir Salifou Guiguma, qui est le chargé de communication de la Fédération burkinabé de football. Dès que cela sera possible, donc on va aller en contact avec lui depuis Marrakech pour comprendre quelle est la forme de ces étalons-là. Et puis se rassurer, évidemment, par rapport à demain. Je pense qu'on a Salifou au téléphone. Bonsoir, Guiguma. Oui, bonsoir bonsoir à tous les téléspectateurs et merci. Voilà, je suis avec Claude Romba. On disait tout à l'heure, Djibouti qui a bu le calice jusqu'à la lie, 4-0. C'était très intéressant à regarder ici depuis Ouagadougou. On a vu une pleine forme. Maintenant, il y a toujours des blessés qu'on a. On a des personnes qu'on pensait pouvoir revenir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui vont quitter l'infirmerie? Écoutez, excusez, bonsoir Claude Romba. Alors, c'est vrai, l'infirmerie commence à se vider petit à petit. On peut même dire qu'elle est vide. À partir du moment où les joueurs, les 27 joueurs se sont entraînés cet après-midi. J'allais dire ce soir, mais c'était autour de 17h, donc bien sûr au regard de l'horaire du match de demain. Donc ils se sont tous entraînés à 17h au terrain annexe du grand stade de Marrakech. C'est vrai que Bertrand a été donc un tout petit peu managé. C'est une séance à la carte avec ceux qui n'ont pas joué samedi, qui étaient donc dans des exercices et qui ont bénéficié de travail beaucoup plus intensif par rapport donc aux 11 entrants de samedi. Et à côté, il y avait également Bertrand qui a trottiné, qui a fait quelques exercices
je pense qu'on peut le dire, hein, l'infirmerie est vide. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le dire est-ce qu'on peut avoir une certitude, parce que Gustavo Sangaré a manqué, Bertrand Traoré en tout cas, qui était attendu véritablement pour, je ne dirais pas ses grands débuts, mais avec cette équipe de Kamou Malo qui a fait meilleur visage face à l'Algérie, on attendait donc un renfort de poids. Est-ce que ces deux joueurs pourraient être disponibles pour cette confrontation face à Djibouti demain? Ben écoutez, Claude Romba, tout dépendra de l'encadrement technique, tout dépendra d'abord du staff médical. Je dis que l'infirmerie est vide, certes, mais vous savez que à la matière, il faut être, j'allais dire, beaucoup plus réservé par rapport donc à ces blessures, dans un premier temps, qui peut d'emblée, a priori, ne pas être significatif, mais qui peut, si il y a beaucoup d'endurance, qui peut s'avérer par la suite plus sévère. Donc, tout dépend de l'encadrement technique par rapport à ce que le staff technique aura arrêté. Mais je pense que pour le cas de Gustavo Sangaré, à partir du moment où après le match, il a été mis à disposition donc de l'encadrement technique. Il a participé à une séance d'entraînement juste après le match sur la même pelouse. Et je pense, suivant ce que nous avons pu entendre au niveau donc du staff technique, il est apte. Il a participé également à la séance d'entraînement d'hier et celle d'aujourd'hui. Mais pour le cas Bertrand, je me réserve de dire quoi que ce soit. Enfin, lui aussi s'est entraîné. Voilà. Ça dépendra donc de ce que l'encadrement va décider. Guigma, quand on a regardé le match passé avec Djibouti, quand on regarde, il y a eu deux mi-temps. Hein. Il y a eu deux mi-temps, il y a eu deux prestations vraiment différentes. Et une mi-temps où on était tenu, quoi qu'on dise, et une deuxième mi-temps avec un 4-0, ça donne une autre figure aujourd'hui. Mais quand on regarde, comment est-ce qu'on compte aborder ce match-là? C'est avec beaucoup plus avec toujours la puissance d'avant la première rencontre, ou bien avec l'assurance quand même au regard du score? Non, mais écoutez, hein, les joueurs le disent eux-mêmes, ils respectent l'adversaire, ils vont aborder ce deuxième acte de la double confrontation, le dos rond, en se méfiant de cette équipe. Vous savez, les matchs se suivent, mais ils se ressemblent pas, et c'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs d'un certain niveau, et donc ils savent comment jouer. Vous avez déjà une victoire sur un match qui s'est joué 48 heures avant, 72 heures, si vous voulez, donc un intervalle entre les deux matchs. Vous savez, en termes de récupération, il y a ce facteur-là. Et puis, il y a également ce que je dirais le scénario. C'est peut-être parce que juste avant la mi-temps, on marque et il y a beaucoup plus d'assurance. Et la deuxième partie démarre de façon tonitruante avec 3 buts tout de suite avant donc l'heure de jeu. Donc, et c'est une histoire également des scénarios. Et je pense qu'ils vont tirer leçon de ce début un peu difficile et qui a heureusement été donc rattrapé en fin de première partie. Donc c'est un ensemble de choses, mais au demeurant, c'est d'abord le respect de l'adversaire. On a compris, Guigma, déjà par rapport à l'adversaire. Guigma, on a compris, c'est vrai que les étalons sont dans un bon état d'esprit. On a vu également l'un des buteurs, Mohamed Konaté, qui est sorti sous blessure avec sa main qu'il tenait. Donc, on peut dire que lui aussi pourrait être prêt. Vous l'avez dit, l'infirmerie est vide, donc on pourra compter sur Gustavo Sangaré, Bertrand et Mohamed Konaté. C'est en tout cas le dernier mot qu'on veut vous demander. C'est bon, on se rappelle compter sur tout le monde? Oui, c'est pas exclu, Je vous ai dit tout à l'heure, l'infirmerie est vide. Bon, on va dire, on va pas rentrer dans l'appellation de joueurs. Mohamed Konaté s'est entraîné depuis donc le premier match, et donc je pense qu'il est également apte. C'est une question maintenant de choix d'entraîneur. Mais est-ce que vous savez, est-ce qu'on a conscience que pour ce match, on doit marquer beaucoup de buts? C'est pas ce que les joueurs disent. Hein. Pour l'heure, ce qui est important, c'est prendre les 3 points. Et les 3 points, c'est d'abord marquer, c'est assurer la victoire. Et maintenant, suivant le scénario, suivant la physionomie
physionomie du match, suivant pas mal d'aspects du facteur au niveau donc de cette rencontre-là. On verra s'il faut marquer des buts. Mais pour l'heure, ce qu'ils ont en tête, c'est prendre les 3 points. Et l'entraîneur, lui, il est clair, même si c'est un demi-but, il faut marquer parce que d'abord, il faut assurer les 3 points. D'accord, on va assurer la victoire. Quand on met aussi les éventualités de goals différentiels directs et autres, on n'en est pas là parce que ils le disent clairement, les joueurs, c'est prendre match par match. Il ne faut pas aller chercher une histoire de 6e journée pendant qu'on n'a pas encore fini de jouer la 4e. On le comprend. Merci bien Salifou Guidima, qu'on avait donc depuis Marrakech, c'est très important de le dire. Il faut rappeler rapidement, les points. Très rapidement, il faut le dire, parce que, comme il a dit, ça peut se jouer au goal différentiel, parce que le règlement est très clair. Le règlement en cas d'égalité, c'est la différence de but. Après, donc, c'est le nombre de buts marqués, le goal average. Ensuite, on partira à la confrontation directe. Donc, c'est dire que les étalons, on le sait, l'Algérie a gagné 6-1, donc il faut gagner beaucoup. L'Algérie a plus 13, les étalons ont plus 6, 7 points plus 6, et l'Algérie 7 points plus 13. Donc, si on veut titiller l'Algérie, il va falloir marquer beaucoup. Et puis, bon, attendre donc cette dernière journée, mais on a l'impression que les étalons ne sont pas forcément dans cette configuration. Donc, alors au Qatar aussi, il va falloir. Donc, va falloir beaucoup marquer. On attend donc le match de lundi et puis on pourra discuter de tout cela et décrypter. Merci bien, Claude Roba, d'être passé. Et on met aussi un point final à ce JDS, journal du dimanche au soir. Merci de l'avoir suivi et on prend rendez-vous pour dimanche prochain. D'ici là, portons-nous bien.